Bonjour à tous. Donc, moi, Florent Bodin, je suis donc anesthésiste réanimateur. Alors, je travaille plutôt sur la pédiatrie, en réanimation pédiatrique. Et donc, j'ai eu la chance de faire mon Master 2 à l'étranger, à Montréal, au Canada. Et voilà, c'est le point de vue que je vais essayer de défendre et de vous inciter à faire et de répondre un petit peu à vos questions. Bonsoir aussi, moi c'est Arthur Jam, pareil, évidemment anesthésiste réanimateur, et je travaille à la Pitié sur de l'anesthésie, de la réanimation, les deux, et sur l'accueil des traumatisés graves. J'ai fait mon Master 2 à 1 kilomètre de l'hôpital où je travaille, donc je vais essayer de vous défendre l'inverse. Le choix qu'on a fait pour cette session, c'est que on va vous raconter un peu notre parcours qui nous a amené à notre Master 2. Chacun, ça va prendre 10 petites minutes ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, ça nous laissera un quart d'heure de vraie interaction où vous nous posez toutes vos questions, vous êtes 12 dans la salle et du coup, ça va permettre de faire un truc très très interactif. Très interactif. Tu conseilles? Je commence? Comme tu veux. Allez, je vais vous emmener un petit peu au Canada. Donc, en fait, moi, j'ai fait mon Master 2 il y a déjà un petit moment, en 2014, donc à Montréal. Initialement, parce qu'en fait, il y avait des contacts, notamment d'anciens Français qui étaient partis à Montréal, donc à l'hôpital Sainte-Justine, donc l'hôpital pédiatrique. J'ai rejoint là-bas l'équipe de recherche. Alors, pour rien vous cacher, les démarches initiales sont un petit peu difficiles, mais on en a parlé avec Arthur, il vous expliquera aussi, c'est pas forcément plus simple de l'autre sens. Et en fait, il y a deux façons d'aborder la question du Master 2 à l'étranger. Soit on fait un Master 2 en fait, qui est en France, dans une des universités françaises, et la partie laboratoire, la partie de stage, qui est souvent groupée sur plusieurs mois, de 6 à 8 mois en général, on fait dans un laboratoire à l'étranger. Ça, je dirais, c'est la formule qui est vraiment la plus simple, c'est celle que moi j'avais choisie. Sinon, il y a l'autre possibilité de faire, donc au Canada, c'est des maîtrises qu'on peut faire. Mais là, ça nécessite de se caler sur le cursus universitaire canadien, qui n'est pas forcément très facile à faire au cours de notre internat, parce que en fait, ce cursus-là, en général, les semestres commencent en septembre ou en août, ce qui fait que ça correspond à des milieux de semestre chez nous, et donc c'est très difficile de pouvoir se libérer là-dessus. Donc j'ai fait ce choix-là d'avoir donc un Master 2 donc à Paris en physiologie respiratoire et puis la partie laboratoire sur Montréal. L'intérêt là-bas, c'est que je suis arrivé déjà sur une équipe qui était extrêmement dynamique, qui a l'habitude en fait de travailler notamment avec des étrangers. Donc on était à peu près 4 ou 5, soit en master, soit des doctorants ou des postdocs donc à venir de l'étranger. Donc vraiment la création d'une équipe un petit peu mondiale, on va dire. Donc ça, c'était le premier intérêt. Ensuite, je ne vais pas vous cacher, il y a le voyage, il y a la découverte et le paysage, parce que l'année de master, c'est aussi ça, surtout quand on a la chance d'être financé, c'est que c'est une année où il y a un petit peu moins de garde, il y a un petit peu moins de pression, parce que le laboratoire, c'est un rythme qui peut être aussi un petit peu différent. On a des tâches à faire, mais après on est libre de les organiser, donc c'est sûr que j'en ai profité aussi pour voyager là-bas et puis voir d'autres choses. Et du coup, je suis rentré, j'ai soutenu du coup mon mémoire ici. Et surtout, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que j'ai gardé contact en fait avec mon équipe de recherche. Et beaucoup de travaux que j'ai menés par la suite autour de la physiologie respiratoire pédiatrique sont en partenariat avec l'équipe de recherche. Et comme j'aimais beaucoup le Canada, finalement, je suis retourné faire un fellowship, cette fois donc mon labo de recherche a été rattaché plutôt à l'unité de soins intensifs de réanimation pédiatrique. Et donc là, j'ai fait un fellow en anesthésie pédiatrique donc à Sainte-Justine à Montréal, donc d'un an. Je suis revenu en 2020. Et donc, le lien que j'avais créé avec ce laboratoire et qui ne s'est jamais arrêté finalement au fil du temps, a permis de relancer à nouveau d'autres projets. Et maintenant, on poursuit le lien puisque là, j'ai une étudiante en master qui va aller à Montréal finalement faire un petit peu la même chose. Je dirais,
Ça, c'est pour les points positifs des choses. Je vais peut-être laisser parler un peu Arthur, et puis je présenterai un petit peu les difficultés et les limites un petit peu du modèle aussi. Ok. Vous notez bien qu'il cache les points négatifs derrière ma présentation. Donc moi, option de Master 2 en France. Moi, j'ai fait un Master 2 d'épidémiologie clinique. Alors, on peut appeler ça de la méthodologie. À l'intérieur, il y a de la méthodologie, il y a des statistiques, il y a de l'épidémio. Quand on est dans le circuit français, pour entrer dans un Master 2, il faut un Master 1. Je n'avais pas de Master 1. J'ai négocié avec la fac parce qu'on a validé des UE. Et dans la fac où je suis, quand tu valides des UE, si tu peux te les faire valider, si tu en as validé assez, en équivalent de Master 1. Il faut savoir que la principale condition pour entrer en Master 2, c'est que le directeur du Master 2 soit d'accord. Donc il y a plein de choses qui sont négociables, mais le message quand même, c'est qu'il y a une première petite étape d'anticipation, que ce soit pour négocier le fait que vos yeux deviennent du Master 1, ou pour passer un Master 1, ou pour devenir ami avec le directeur du M2, qu'importe la solution qui sera la vôtre, mais ça s'anticipe un petit peu. Ensuite, il y a une étape que je discutais avec une fille qui veut faire un Master 2 et qui est interne. Souvent, une des questions, c'est comment je choisis mon Master 2, comment je choisis mon stage, comment je choisis le projet de recherche. Il faut être en paix sur plein de trucs. Déjà, le projet que vous aurez à T0 n'aura rien à voir avec le projet que vous aurez un an plus tard. Le projet avec lequel vous demanderez un financement n'aura rien à voir avec le projet que vous aurez un an plus tard. C'est le principe de la recherche. Votre idée de base est nulle et l'objectif de la recherche, c'est d'avoir une idée qui est bonne, et donc l'idée va changer. Au moins que vous soyez bon d'emblée, mais c'est quand même loin d'être la majorité. En tout cas, ce n'était pas le cas pour moi. Donc il y a ça, et il y a le fait de comment est-ce que je choisis. Moi, je pense qu'il faut se raccrocher à quelqu'un qui fait de la recherche et en qui on a confiance. C'est-à-dire qu'il faut parler avec des gens, dans vos stages, et ça c'est un des avantages du Master 2, enfin c'est une des facilités du Master 2 en France, c'est qu'à l'hôpital public et en CHU, on croise des gens qui sont dans un laboratoire de recherche, ont été dans un laboratoire de recherche, ont fait un Master 2 et puis ont complètement arrêté, mais ils sont restés copains, ou en tout cas ils connaissent l'équipe, et donc il faut parler à ces gens-là, il faut leur dire ok, tu t'y es pris quand, tu as parlé à qui, c'est qui le chef, et en fait ils vont vous adresser vers quelqu'un qui travaille dans le laboratoire où vous allez aller, et ce quelqu'un, en fait, il va vous régler vos problèmes. Ça veut dire qu'il ne va pas vous dire, au fait, maintenant tu vas inventer un projet de recherche. Il va vous mettre sur un projet de recherche du laboratoire, il va vous dire à quel Master 2 à la fac vous inscrire. La probabilité qu'ils vous disent, si tu veux faire un Master 2 dans mon équipe maintenant, il faut que tu trouves ton sujet de recherche tout seul, elle est infime, et puis ça ne marche pas comme ça. Donc voilà. Admettons par exemple que vous vouliez faire un Master 2 qui commence en novembre prochain. Alors il y a certaines fois où les cours à la fac ils commencent en début octobre. Et du coup, ça pose question de comment je m'organise pour début octobre, c'est la fin de mon autre stage, je ne suis pas encore en dispo, comment je fais pour aller en cours. Donc soit vous le négociez à l'avance avec votre chef de service du stage d'avant en disant voilà, le dernier mois je commence un Master 2, est-ce que vous êtes OK pour que je sois moins présent? Et c'est lui qui définit les règles, vous faites un peu plus de garde au début, ou au contraire vous faites plus de garde à la fin pour avoir plus de repos de garde. Donc ça c'est des choses qui s'anticipent mais qui ne sont pas bloquantes. Il ne faut pas voir le fait que le Master 2, les cours ils commencent en octobre, ça ne va pas être possible. C'est que des trucs qui se règlent sans souci, ça. Et il y a un point, et ça, tu n'en as pas parlé, je ne sais pas comment ça se passe pour l'étranger, il y a une étape de financement. Par exemple, si vous voulez faire votre Master 2 en novembre, là, les premiers appels à projet, en général, c'est la SFAR, c'est à rendre le 4 janvier. Il vous reste donc 3 semaines pour rendre votre appel à projet. Et en fait, ça arrive tôt. Ça veut dire que globalement, pour faire un Master 2, il faut avoir les pieds dans le projet et connaître déjà l'équipe un an avant. C'est quelque chose qui s'anticipe un an avant pour commencer à s'accrocher sur les différents appels à projet. Alors, on est une spécialité où c'est ultra possible de faire un Master 2 sans financement, enfin en tout cas à notre génération, à nous, on avait licence de remplacement en 5e semestre, et donc à partir du 5e semestre, c'était relativement facile de financer un Master 2 comme ça. Maintenant, avoir un financement, c'est important, parce que c'est une preuve de légitimité de votre projet. Et puis, en fait, si jamais vous avez besoin de, je sais pas moi, 2 000 € par mois pour vivre,
Et ben en fait, il faut remplacer pour une valeur de 4 000 euros, parce qu'après les impôts, l'URSSAF et compagnie, donc remplacer pour une valeur de 4 000 euros, et ben en fait, ça commence rapidement à vous enlever 25% de votre temps dans votre laboratoire. Les laboratoires, surtout pour les anesthésistes réanimateurs, ils ont l'habitude, mais néanmoins, bah, vous venez de retirer 20% de votre année de stage en Master 2, et c'est quand même dommage de s'arrêter un an si c'est pour en retirer 3 mois. Voilà. Après, pourquoi faire un Master 2? Et là, je vais essayer de vous vendre l'épidémio. Parce qu'en fait, on se fait en permanence escroquer dans les études qu'on lit. Et moi, c'est pour ça que je me suis tourné vers l'épidémio, parce que je lisais les articles et sur les biblios des internes, je disais, mais en fait, le mec, il nous présente un truc, il n'y comprend rien. Moi, je n'y comprends rien. Les auteurs, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent et je ne suis pas capable de l'évaluer. Et donc, un des objets de l'épidémio et de la méthodo, c'est d'essayer de comprendre les escroqueries qu'on nous fait lire. Et il y en a beaucoup. Voilà. À toi. Ouais. Non, je vais rebondir sur le problème du financement. Je crois que de toute manière, dans la recherche, le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre. D'accord, que vous soyez en master, que vous soyez en thèse, que vous soyez après dans un laboratoire, vous passez votre temps à chercher des sous. Donc, c'est vrai que le modèle où vous faites des remplacements, bon, c'est pas possible clairement à l'étranger. Donc voilà, ça il faut oublier. C'est sûr qu'il faut partir avec de l'argent, un financement. Dans les financements possibles, il y a plein de financements. Difficulté première de l'étranger, c'est que en général, si vous avez des financements locaux, type année recherche, type il y a des bourses dans certaines institutions, dans certains hôpitaux et des choses comme ça, clairement, ils ne vont pas vous financer pour l'étranger. Parce que ce qu'ils veulent, c'est financer les laboratoires avec lesquels ils ont des partenariats forts. Donc voilà, moi, je n'ai pas eu de financement à ce niveau-là. En revanche, au niveau des sociétés savantes, que ce soit la SFAR, que ce soit d'autres sociétés savantes, là, les projets à l'étranger peuvent justement être financés et sont parfois bien vus de ce côté-là. Il y a parfois, alors pas trop sur les masters, plutôt après, mais même des bourses qui sont dédiées aux mobilités à l'étranger. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Sur le sujet de recherche, ça s'est passé exactement de la même façon. Je suis parti avec un projet de recherche pour la recherche de financement. J'ai travaillé sur complètement autre chose à côté parce que ça s'anticipe très à l'avance. Moi, les premiers contacts avec le laboratoire, c'était 18 mois avant pour écrire les projets et tout ça. Et puis finalement, vous inscrivez dans une dynamique d'équipe et que toujours en recherche, les choses ne vont pas comme on a envie. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui ont pris du retard. Et finalement, vous devez faire la troisième partie. Et en fait, la deuxième partie n'a pas été faite. Donc, bah, voilà, c'est pas possible d'arriver là-dessus. Mais ça, c'est la vie de la recherche. Également, faites quelque chose qui vous plaît ou dans lequel vous trouvez un intérêt. D'accord ? Faites pas juste un Master 2 pour faire plaisir. La recherche, vous allez voir, c'est contraignant. Quand on en fait, c'est passionnant, mais c'est contraignant. Il faut y croire, il faut croire dans ce qu'on fait. Alors, sûr que sur un Master 2, vous êtes à l'ébauche de la recherche, donc ça ne va pas être forcément vos projets à vous, mais en tout cas, il faut que ce soit une thématique qui vous intéresse et sur laquelle vous avez envie de passer quelques heures à creuser un petit peu les choses. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est l'intérêt de tout ça. Sur les difficultés, c'est surtout, je dirais, anticiper. Alors, bon, sur les démarches, clairement, vous allez vous casser un petit peu le nez, même si moi, sur le Québec, il y avait les ententes France-Québec, donc il y a un certain nombre de choses qui sont facilitées pour les Français. Les systèmes n'étant pas les mêmes, en fait, vous n'arrivez jamais dans les cases des dossiers administratifs à droite à gauche. C'est vrai aussi pour la France. Donc ça, c'est une des difficultés. Bah, voilà, on va vous demander 8 fois les mêmes trucs. On va vous demander des relevés de notes avec des moyennes et des choses qui doivent être... Et en fait, c'est un système qu'on n'a pas du tout en France, donc ça ne ressort pas. Ça, c'est le premier point négatif. Deuxième point négatif, c'est pour la suite, c'est-à-dire que moi, une des difficultés que j'ai eues après, c'est que je suis revenu, j'avais des projets de recherche, mais j'étais pas rattaché à une équipe de recherche en France, et donc en fait, vous êtes un petit peu seul derrière pour monter les choses. Alors,
vous avez votre réseau de relations, donc sur un certain nombre de projets qui ont déjà été lancés, vous pouvez continuer, mais quand il faut initier des nouveaux projets, eh ben, c'est un petit peu difficile parce que vous êtes un petit peu isolé, et donc il faut recréer finalement ce qu'Arthur a créé, je pense, pendant son master, c'est ce lien finalement avec les autres personnes qui gravitent autour de vous dans le cadre de la recherche. Et donc ça reprend du temps et ça reprend pas mal d'énergie. Je ne sais pas si c'était ton vécu. Bah, c'est clairement, sur ce que tu dis, le sujet qu'on choisit au début, je reviens toujours à ça, c'est choisissez une personne, choisissez une thématique qui vous plaît et ne faites pas d'hypothèse sur ce que vous allez rendre à la fin dans le manuscrit. Ça sera extrêmement différent de ce que vous imaginez et il n'y a aucun problème avec ça. Vous serez content de ce que vous rendrez parce que ce sera votre bébé auquel vous aurez bossé pendant un grand moment. Et du coup, moi par exemple, c'était censé être une sorte de méta-analyse en réseau sur l'optimisation hémodynamique. On s'est rendu compte que c'était impossible et du coup, on a fait le Master 2 sur les raisons pour lesquelles c'était impossible. Donc en fait, on a un changement total du projet. On se dit, mais en fait, c'est un problème. J'ai eu un financement sur un truc donné, est-ce que j'ai le droit d'aller faire un truc qui n'a rien à voir? Mais oui, il n'y a aucun problème, l'argent est à vous. Et donc, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, en tout cas, pour un Master 2, il n'y a pas de contractualisation par rapport à votre résultat. La seule chose qu'ils attendent, en vrai, c'est que vous le publiez et que vous ayez une démarche scientifique qui vous amène à la publication, parce que c'est quand même le premier succès de la recherche. C'est le but de la recherche, c'est qu'elle puisse être diffusée. Sur le côté difficulté, alors évidemment, on commence à se créer des relations pendant le Master 2. Alors, toi, tu es parti à l'étranger et quand tu reviens, c'est difficile de recréer des liens. Alors moi, j'ai fait presque comme l'étranger, c'est-à-dire que j'étais dans la fac d'à côté. Donc en fait, j'étais dans une autre fac. Donc en fait, c'est quasiment comme l'étranger parce que du coup, ils ne se connaissent pas, ils veulent pas travailler ensemble. Donc en fait, c'est un peu l'étranger aussi, mais c'est juste l'étranger à 500 mètres. Donc ça, c'est un problème de paroisse et de religion, et ça, en fait, c'est pas très important. C'est pas très important. Les liens que vous créez, ils sont forts. Moi, la personne qui m'a donné envie de faire un Master 2, c'était mon interne. C'était mon interne quand j'étais externe, ça a été ma chef de clinique quand j'étais interne, ça a été mon encadrante en Master 2, elle a été ma PH et maintenant on n'a plus rien à voir, donc je mange juste avec elle le jeudi midi de temps en temps. Donc voilà, vraiment c'est hyper fort les relations qu'on crée, et voilà, vous prenez pas la tête, choisissez un sujet qui vous plaît, y compris si ça n'a rien à voir avec votre spécialité. Ça veut dire que moi, un de mes meilleurs copains, là, qui est mon co-chef, il a fait sa thèse dans un service de réadaptation, donc il est anesthésiste réanimateur, dans un service de réadaptation neurologique à Garches. En pratique, maintenant, il bosse sur les thématiques de la douleur et c'est totalement lié à notre profession. Moi, j'ai fait un Master 2 en épidémiologie clinique et en méthodo. En fait, tout se rattache. Vous faites de la mécanistique, vous allez pouvoir travailler sur comment marche un respirateur. Vous faites des maths, vous allez pouvoir faire des maths appliquées pour faire des modèles d'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est ça l'avantage du Master 2, c'est que plus vous allez chercher loin, vous allez apprendre un truc qui est loin et vous allez l'amener dans votre spécialité. Et donc en fait, il n'y a aucun problème avec ça. Et voilà, il faut être en paix. Tu peux peut-être poser des données. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, on va avoir besoin que vous ayez des questions pour que ce soit vivant. Je vais rajouter une petite remarque sur ce qu'Arthur vient de dire. Elle a fait un Master 2, elle aussi. Ouais. C'est vrai qu'on vous dit de choisir un Master 2 au moins 1 an, voire 2 ans avant. Et du coup, c'est vrai que pendant ces 2 années, le Master 2 évolue, le sujet de Master 2 évolue, et vous aussi. Et donc c'est vrai, quelque chose qui vous intéressait au départ peut finalement s'éloigner de ce que vous voulez faire après, mais c'est pas gênant en fait. C'est ça aussi que je veux dire par rapport à ce qu'Arthur vient d'expliquer. C'est pas gênant et ça doit absolument pas être un frein à la recherche. Je sais pas si vous avez des questions. Vas-y. Peut-être. Le temps que tu amènes le micro, je complète sur un truc, c'est si jamais le Master 2, on se dit toujours, ah là, premier pas dans un parcours de recherche, donc ça veut dire rester à l'hôpital, faire hospitalo universitaire. Alors en fait, pas forcément du tout.
Évidemment, c'est une étape nécessaire si c'est ça que vous voulez, mais moi, dans la groupe d'une dizaine de potes avec qui je suis arrivé dans l'internat sur différentes spécialités, je pense qu'il y en a 8 ou 9 qui ont fait un Master 2, et il y en a 1 ou 2 qui partent sur de l'hospitalo-universitaire. Et donc, en fait, un Master 2, dans l'hypothèse du pire, vous trouvez que c'est nul et vous n'avez pas envie de continuer. Mais en fait, vous ne le saviez pas avant. Donc en fait, vous avez besoin de cette étape pour le savoir. Donc dans l'hypothèse du pire, vous ne continuerez pas. Ça vous aura apporté des choses, ça vous aura sorti le nez de votre quotidien, ça vous aura permis de voir d'autres choses. Et donc en fait, c'est win-win. Ça veut dire que soit ça vous plaît et vous continuez sur de la recherche, soit ça ne vous plaît pas et juste ça vous a donné de l'oxygène. Donc allez-y, et même si vous ne voulez pas faire de l'hospitalo-U, il n'y en a rien à faire parce que si on se projette un peu aux États-Unis, en fait, il y a une énorme part de la recherche qui est plus faite dans le public, qui peut être faite dans des structures privées. Maintenant, il y a beaucoup de recherche qui se fait dans les structures privées. Nous, là, sur les 10 dernières thèses qu'on a encadrées avec mon co-chef l'année dernière, il y en a 6 qui ont été faites avec des cliniques privées. Et donc, en fait, il y a de la recherche qui s'installe dans le privé, donc n'ayez pas peur de ça, vous ne prenez pas la tête sur ce que vous serez dans 10 ans, ça n'a aucune importance. Déjà merci, j'ai une question, du coup, c'est quoi les avantages à le faire en France et les inconvénients, et aussi les avantages et inconvénients à l'étranger? Les gros points forts qui permettent, entre guillemets, de trancher sur cette année. De trancher. Tu peux commencer, je commence? Vas-y, moi je peux donner un avantage à le faire à l'étranger, c'est que probablement ça te met très tôt les pieds dans le fait de bien parler anglais et de bien écrire l'anglais. Et ça, c'est un avantage super important pour la suite. Moi, je l'ai fait en France, dans un laboratoire où on parle anglais. Donc, en fait, tout est possible. Ouais. Parce qu'au Québec, on parle français. Et au Québec, on parle français. Donc, non, moi, je dirais, les gros points, clairement, c'est le réseau international, qui aujourd'hui est un point qui est extrêmement important. Depuis que je suis allé là-bas, j'ai créé des liens avec plein en fait d'équipes, et donc en fait on a ce réseau international. On est invité sur différents congrès et en plus on a des communications avec l'ensemble des travaux. En fait on est sollicité pour des travaux de recherche. Là nous on a un travail, donc c'est avec les Japonais, c'est un truc international. On était avec les Américains. En tout cas dans le travail clinique, parce que je fais essentiellement de la recherche clinique. Dans la recherche clinique, voilà, le réseau est le point fort. Deuxième point, c'est que c'est aussi une année qui fait du bien au milieu de l'internat, et clairement le fait de le faire à l'étranger, ça permet de souffler, de voir autre chose, de voir comment ça se passe aussi à l'extérieur. Les Québécois sont extrêmement gentils, sont extrêmement respectueux, et ça fait du bien aussi, ils sont toujours très positifs. Pour la petite anecdote, quand j'avais écrit mon premier papier en anglais, j'ai reçu un mail en me disant « Excellent travail, c'est très bien ». Et en fait, j'ai récupéré mon article qui était à peu près tout réécrit sur mon anglais. Voilà, c'est ce côté. Et des fois, voilà, ça fait du bien un petit peu de sortir de cette routine qu'on a. L'inconvénient, je dirais le financement, parce qu'il faut avoir un financement. C'est une année qui coûte cher, surtout quand on est dans la perspective d'en profiter. Moi, j'étais allé au Québec en me disant je vais aussi voyager. Donc, il y a la fin de mon Master 2, j'ai pris 3 semaines, un peu plus de 3 semaines pour voyager. Tout ça, ça nécessite de l'argent. Donc, ça, c'est surtout là-dessus, je dirais qu'il faut l'anticiper. Donc, le financement et puis peut-être les démarches qui sont un peu pénibles, quoique relativement simples avec le Québec. Et j'ai l'impression qu'en fait, moi, je n'ai pas choisi de faire mon Master 2 en France. Je ne sais pas si toi, tu as choisi de faire ton Master 2 au Québec, mais moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé des projets qui me plaisaient en France. Et je crois sincèrement qu'ils m'auraient proposé un projet aux États-Unis ou en Angleterre ou en Belgique, j'y aurais été aussi. Et je suis très content de l'avoir fait en France. Un des avantages, pour répondre au côté international, quand on bosse dans des grandes équipes en France, et il y en a plein, ces équipes bossent à l'international. Et si on peut pondérer un peu, l'objectif d'un Master 2, c'est pas forcément de se créer l'objectif n'est pas forcément de se créer les relations pour bosser à l'international 10 ans après. Quand ça arrive, c'est le cas et c'est top. Mais déjà, si à la fin du Master 2, on arrive à publier son article et à avoir aimé et à avoir envie d'enchaîner sur autre chose et pourquoi pas une thèse, et ben en soi, c'est déjà un succès du Master 2 et les liens à l'international.
Il y a quand même beaucoup d'équipes en France qui les ont et ils peuvent venir secondairement. Parce qu'en Master 2, on y arrive en se disant alors je vais faire un truc qui va changer la science. Alors non, tu vas faire un truc qui va t'intéresser toi à la fin. Et donc tu seras le seul spécialiste au monde. Parce que tu auras regardé avec une jumelle un truc, là-bas le petit point là, en haut de la chaise. Mais c'est très bien et c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est sûr, hein, je suis d'accord avec les relations, hein, vous les aurez après, hein, de toute manière. Après, moi, je fais de la physiologie respiratoire pédiatrique, c'est quand même une niche aussi. Il n'y avait pas voilà, de thématique ou de laboratoire qui correspondait parfaitement. Il y avait des contacts via mon chef de service là-bas, et donc en fait, les démarches se sont faites naturellement aussi comme ça. Voilà. C'est plus des opportunités, je dirais que. Et après, comme j'avais fait mon externat à Lyon, mon internat à Lyon, j'avais envie de voyager un petit peu. Le choix d'un Master 2, c'est vraiment une histoire de rencontre, de quelqu'un qui va vous donner envie de faire de la recherche, de vous impliquer dans un projet. Et c'est ce qui... Bon, après, on peut vraiment avoir absolument envie de partir à l'étranger, mais c'est vraiment un des points le plus importants, en fait, je pense, quand vous choisissez un Master 2, c'est avec qui vous le faites et où vous le faites. Et du coup, où vous le faites. Mais voilà, c'est vrai qu'initialement, vous ne dites pas, j'ai envie d'aller dans le sud de la France, donc je vais trouver quelqu'un qui m'encadrera. Voilà. C'est vrai que ça marche. C'est pas l'objectif du voyage, on est d'accord. Non, mais déjà, si vous êtes là, c'est que vous êtes sensibilisé à ça. Enfin, moi, je peux que, maintenant, avec un peu de recul, vous inviter à faire cette expérience-là. Comme l'a dit Arthur, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous servira. Il ne faut pas avoir de regret après de se dire « Ah bah merde, finalement, j'ai pas pris le temps de faire ce Master 2 et puis ça aurait pu me servir pour la suite. » Voilà, il faut pas... c'est la même chose que sur votre internat. Je crois qu'il faut en profiter pour faire ce que on ne fera pas forcément aussi par la suite. C'est important d'avoir cette expérience-là. Si c'est quelque chose qui vous attire, faites-le, saisissez les opportunités, puis lancez-vous. Et que vous le fassiez, je dirais finalement, la conclusion un peu de notre topo, c'est pas il faut le faire à l'étranger, il faut le faire en France. C'est si vous avez envie de le faire, faites-le dans une bonne équipe avec des gens qui sont là pour vous aider et puis sur un truc qui vous plaît et vous serez heureux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ouais. Alors, c'est ça, et aussi un petit peu de simplicité dans parce que quand vous partez à l'étranger, notamment sur certains pays anglophones, il faut, quand on veut travailler sur des structures publiques ou sur des hôpitaux, passer les tests d'anglais, qui sont finalement parfois les mêmes. Le niveau exigé est le même si vous travaillez en laboratoire que si vous travaillez avec des patients. Et donc souvent, en fait, ce qu'ils demandent, c'est des niveaux qui sont plutôt assez élevés. Et ça peut être un frein si vous n'êtes pas particulièrement bilingue en anglais. Ça peut être une des limites, notamment sur les pays anglophones. L'avantage du Québec, c'est qu'il y a cette entente France-Québec. On est baigné quand même parce que, alors moi j'étais plutôt sur la partie un peu francophone de Montréal, mais ils parlent quand même très souvent anglais parce qu'il y a des gens, enfin toutes les réunions elles étaient en anglais parce qu'on travaille avec des anglophones aussi. Voilà, donc c'était plus comme ça que s'est fait le Québec. C'est un, la simplicité des démarches, et puis deux, l'opportunité voilà, qui m'était présentée. Mais je pense que si on m'avait présenté une opportunité ailleurs, voilà, je serais peut-être allé ailleurs. Sur le côté anglais, faut pas avoir peur. D'une part, vous l'avez dit, le premier manuscrit que vous écrirez en anglais, ce sera un torchon, et la personne qui l'écrira, elle vous le réécrira en entier. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis un jour, c'est vous qui réécrirez le manuscrit de quelqu'un. Et moi, il y a un très bon copain à moi qui est allé 2 ans aux États-Unis. Alors, c'était pas pour son Master 2, c'était pour sa mobilité. Mais qu'importe, c'est pareil. Et il parlait vraiment mal anglais. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait un an avant qu'il voulait y aller. Et il a mis des petites annonces dans le quartier, dans les boulangeries, en disant « J'ai besoin de parler anglais, je cherche un anglais ». Et il a parlé 2 fois par semaine dans un bar avec un anglais en buvant des bières pendant 6 mois. Et en fait, il avait un super niveau d'anglais à la fin. Donc en fait, l'anglais, ça s'apprend. Si jamais votre projet, c'est d'aller à un endroit où il faut parler anglais, vous vous en donnerez les moyens. Je ne sais pas si vous choisirez un anglais pour aller picoler dans un bar ou si vous suivrez les cours en ligne de je ne sais pas quoi, mais en fait,
C'est un petit problème, ce d'autant qu'en France, on s'attache beaucoup aux gens qui arrivent et qui n'ont pas un français parfait. Et on dit quoi, mais il a un accent, il ne parle pas bien français. En fait, là, moi, dans le labo où j'étais, c'était un peu l'auberge espagnole, il n'y avait que des étrangers donc à Paris, et tout le monde parlait anglais, et personne ne se jugeait sur son niveau d'anglais, tout le monde se comprenait au quotidien, et ça pose absolument aucun souci. Et ceux qui ne sont pas bons, on se moque d'eux et on progresse. Ouais, vous avez progressé, puis les Français on est souvent limité en se disant oh là là, je parle pas bien anglais, je vais pas trop parler. En fait, clairement, les étrangers trouvent ça très mignon, notre accent français rajouté à l'anglais. Et puis après, en fait, il faut pas se limiter. L'objectif, c'est de se faire comprendre, hein, donc voilà, vous arriverez à vous faire comprendre. Et les masters, je trouve c'est bien pour ça. En tout cas, moi, j'ai pas mal progressé en anglais là-dessus parce que vous allez lire beaucoup d'anglais. Vous allez entendre parler anglais autour de vous, mais que ce soit à l'étranger comme en France. Vous allez devoir parler parce qu'on va vous demander de présenter un peu vos trucs en anglais. Et tout ça, c'est ce qui vous fait progresser. C'est un autre apprentissage, mais c'est aussi très intéressant. Ouais. Question. Vas-y. Vas-y, je pense qu'on t'entendra. Moi, c'est ce que je te disais. Hein. Là, parmi tous les gens que je connais qui ont fait des masters, parmi tous les gens, peut-être à tous les gens qui vont à la fac pour avoir leur P1, t'en as 15% qui ont leur P1. Après, tu as tous les gens qui ont leur P1, t'en as 80% qui finissent leur 95% qui finissent leur externat. Puis dans l'internat, il y en a 20% qui font des Master 2, et parmi les 20% qui font des Master 2, il y en a 10%, il y en a 20% qui veulent faire de l'universitaire, et donc en fait, tu ne signes rien. Hein. Tu sais, t'es pas sur un contrat avec un banquier. Le labo, en fait, tu ne trahis pas ton labo. Je ne sais pas si c'est ça ta question, tu ne trahis pas ton labo. C'est-à-dire qu'en fait, le labo, il a en permanence besoin de Master 2 parce que tu es la petite main qui, si jamais tu fais de l'animal, tu vas donner à manger à la souris. Si jamais tu fais de l'épidémio, tu vas faire les tâches de relever à l'intérieur des articles les choses et de commencer à faire les pages de script, ou de commencer à faire les pages de script en faisant les choses simples et ils rajoutent les trucs compliqués. Donc en fait, tu es une main-d'œuvre dont le laboratoire a besoin. Donc en fait, c'est fair enough et ils le savent. Est-ce que ta question, c'est aussi, finalement, est-ce que je le fais uniquement pour être PUPH? C'est ça ou pas? Alors, ça implique rien, et comme disait Arthur, en fait aujourd'hui le système il est en train de bouger aussi. C'est vrai qu'on a un système où c'est les universitaires qui font de la recherche, c'est plus vrai, d'accord? Quand tu es praticien hospitalier, tu fais de la recherche. Moi dans mon unité, il y a des praticiens hospitaliers qui ont des PHRC, qui managent en fait leur recherche, qui sont très contents d'avoir fait un master, de faire leur recherche, qui n'ont pas forcément envie d'aller vers une carrière hospitalo-universitaire, et ça se passe très bien. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans le privé, aujourd'hui, les structures privées, en tout cas nous à Lyon, il y a 2 structures privées, ils ont mis des laboratoires de recherche, et aujourd'hui, en fait, ils publient, c'est des anciens de l'hôpital qui sont aussi là-bas, et qui publient, et en fait, ils ont un temps de leur activité qui est dédié à ça, à la publication et à la recherche. Donc ça te servira. Et puis, si ça ne te sert pas, ça aurait été une expérience pendant 6 mois ou 1 an. Et ça, c'est aussi important. Voilà. Donc c'est pas, il faut pas le voir, il faut pas le voir forcément comme si je signe pour un master 2, c'est que j'affirme déjà que je veux être hospitalo-universitaire. Pas du tout. C'est sûr que si tu y penses, il faut le faire parce que ça sera une étape qui est indispensable. Mais après, si tu le fais sans savoir ce que tu veux faire derrière, c'est aussi extrêmement intéressant pour toi comme pour la suite, là où tu travailles. Ce serait que du bonus en fait. Ouais. Oui. Mais tu fais ton Master 2 en... je sais pas, entre ton 6e et ton 7e semestre, admettons. Donc ton labo, si tu es payé en tant que stagiaire sans salaire en plus pendant ton stage, il est obligé de te payer. Combien il te paye? Eh ben, imagine, tu es le patron du labo et tu peux avoir un bac +9 à 500 balles par mois. T'en penses quoi?
mais t'adores, t'en veux 10 en fait. Ouais. Donc du point de vue du labo, en fait, c'est nécessaire. Ils sont aussi souvent contents d'avoir des médecins, parce que par exemple, nous, enfin moi dans le truc d'épidémio, je sais que c'est la même chose dans les labos où il y a du modèle animal et de la physio. Ils ont des gens qui sortent de fac de bio ou de fac de véto. Nous, ils ont des gens qui sortent d'écoles de maths ou d'écoles de santé publique. Et en fait, on a un réel input, on a une réelle valeur ajoutée. On arrive souvent beaucoup plus vieux en fait que leurs autres stagiaires. Ça veut dire que tu fais une fac de bio, tu fais un master 2, tu as 18 ans, tu passes ton bac, tu as ta licence à 21 et tu es en master 2 à 22. Quand tu fais un master 2 en médecine, tu arrives avec 5-6 ans de plus, un bagage médical, déjà de soignant, parce qu'en fait, quand tu es interne depuis 3 ans, tu sais ce que c'est la médecine, tu sais ce que c'est un patient. Et donc, en fait, même si toi, tu te dis, en fait, j'arrive, je suis le tout jeune qui ne sait rien faire, c'est vrai en termes de recherche et en termes de manipulation du lapin, mais en fait, tu arrives avec 3 ans de médecine et 9 ans d'études. Et donc, en fait, même si on ne le perçoit pas, on a un réel input dans une équipe. Et puis, Pas cher. au-delà de ça, je crois que c'est aussi, enfin, en tout cas moi pour encadrer des masters, c'est aussi la volonté de transmettre, hein. C'est comme, c'est-à-dire que quand on a des internes qui sont intéressés, qui sont motivés, qui nous posent des questions, on a envie aussi de les accompagner, même si on sait que voilà, il n'y aura pas forcément de suite derrière. C'est intéressant parce que on a des idées, on a envie de développer ces idées. On n'a pas forcément aussi tout le temps de faire les choses et que ça s'inscrit voilà, dans une volonté. Et puis c'est ce qu'on disait au début, je crois que le lien avec les gens qui nous donnent envie de faire de la recherche, c'est un lien qui est quand même important. Et c'est ça qu'on a envie de développer, notamment quand on passe maintenant de l'autre côté, c'est de créer ça, créer cette dynamique et transmettre finalement un certain intérêt, une certaine passion qu'on a là-dedans. C'est un investissement sur l'avenir. Et puis tu peux aussi faire un Master 2 qui s'intègre dans la thèse d'un thésard, du coup. Et donc là, forcément, ça l'aide, lui, pour sa thèse. Donc c'est très utile. Et puis toi, en même temps, ça te forme. Et puis ça te fait faire ça te complète ton sujet de Master 2, disons. Et le labo, à la fin du thésard 1, en fait, il a besoin d'un thésard qui prend la suite. Et le thésard qui prend la suite, en fait, il faut l'avoir formé. Ça s'appelle un Master 2, 2 ans avant. Donc c'est un investissement sur la suite. C'est comme ça que tu vois, c'est ultra naturel et tu as une vraie place. Et ils adorent avoir des M2. Il y avait une... La thèse d'université ? Alors, la thèse d'université, donc ça survient après. Alors, tu as plein de façons de la faire, d'accord ? Il faut que tu sois inscrit normalement 3 ans en thèse d'université, tu peux la soutenir plus tôt, et en fonction des écoles doctorales, tu as des exigences qui peuvent être différentes. Souvent, ce qu'on te demande, c'est un certain nombre de papiers, 1, 2, 3 en première auteur ou en seconde auteur. Voilà, c'est ça. Donc, tu peux faire ta thèse à n'importe quel moment. D'accord. Moi, j'ai un collègue là qui est praticien hospitalier qui a soutenu sa thèse il y a 2 ans, alors que ça fait 10 ans qu'il a fini son internat, parce qu'en fait la recherche l'intéressait. Donc en fait il a publié ses études et puis finalement après il s'est dit plutôt que de laisser ça sans suite, je vais passer ma thèse de sciences. Ça peut être la continuité de ton master, ça peut être différent. Voilà. Tu peux, moi clairement sur ma thèse de sciences, il y avait un lien commun qui était la respiration et la ventilation, mais mes travaux pour ma thèse ne reprenaient pas ceux de mon master. Moi non plus. Voilà. Donc, ça, pas de souci. Et après, est-ce qu'il faut la faire pendant l'internat ou pas pendant l'internat ? Ça, je dirais, moi je l'ai fait en fait j'avais fait une médaille d'or plus 2 ans donc ma médaille d'or, j'ai vraiment fait de la recherche à fond, et ensuite 2 ans de chef de clinique. J'avoue que c'était, j'ai demandé en fait 6 mois supplémentaires pour pouvoir soutenir, parce qu'il faut une dérogation quand on la passe en plus de 3 ans. Alors elles nous sont tout le temps accordées, enfin quasiment tout le temps quand on vient de médecine, parce qu'ils savent qu'on fait les 2 cursus un peu en parallèle.
J'avoue que c'était difficile et à refaire, je ne le referai pas. C'est-à-dire que vaut mieux à la limite se prendre un peu de temps après pour faire ça parce que être sur tous les fronts en même temps, c'est difficile. Vous n'allez pas faire toutes les choses au bon moment et votre vie personnelle va aussi en pâtir parce que moi je faisais sur mes repos de garde, sur mes week-ends parce qu'il fallait que j'avance les trucs et donc en fait on sort assez fatigué. Donc voilà, le timing exact, je crois qu'il faut le discuter. Ça se prévoit un petit peu dans le plan. Ça dépend si jamais vous avez un peu d'attente pour un poste de chef de clinique ou ça peut s'intégrer dans ce cadre-là. Il n'y a pas de timing parfait, je dirais, pour la faire. Peut-être une dernière question, puis... Dans quel sens plus stratégique? De faire de la clinique que de faire de l'épidémio ou l'inverse? Parce que moi, je ne sais pas. En fait, ouais, je pense que la question, c'est est-ce que le choix du master est-ce que tu es content finalement d'avoir fait un master d'épidémio? Est-ce que ça te sert plutôt qu'un master peut-être un peu plus fondamental? C'est ça? Ok. C'est le master d'épidémio. Il faut le voir qu'à l'intérieur de l'épidémiologie clinique au sens très large, de la santé publique ou de la santé publique, il y a la méthodologie, il y a les stats, et il y a la santé publique au sens plus large de public health, qui est un truc qui existe peu en France en médecine. Mais en fait, n'importe lequel de tes collaborateurs qui fait un master 2 en clinique, il aura besoin d'une méthode et il aura besoin de stats. Donc en fait, on l'a hyper bien vu avec le Covid. Un article, rédigé n'importe comment et présenté aux foules, tu lui fais dire ce que tu veux, y compris s'il est rédigé n'importe comment. Bien rédiger un article. L'époque d'il y a 20 ans où on pouvait présenter un article avec des vrais biais, des vraies faiblesses méthodologiques et de l'analyse à papa fait sur Excel, elle est quand même relativement révolue. Maintenant, pour publier dans des journaux de qualité, il faut avoir une méthodologie robuste qui suit des règles qui sont contraignantes, avec des analyses statistiques qu'on nous demande de plus en plus fines. Et du coup, moi, je l'ai pas. Il y a la version où tu fais santé publique et tu travailles dans un laboratoire. Et par exemple, tu travailles dans une URC et tu fais de l'épidémio et des stats au service des autres. Tu es un prestataire d'un service dont les gens ont besoin. Et nous, en soins, faire quelque chose avec cette valence-là, tu te positionnes un peu entre ton collègue qui dit est-ce que ça marche le cathéter vertébral et le statisticien qui a la nouvelle méthode d'analyse qui permet de bien analyser la base de données du clinicien. Et toi, ça va te permettre de tisser les liens et de les faire se parler et de dire aux statisticiens, en fait, là, tu es en train de faire des petits P sur des trucs qui n'existent pas en soins, et de dire aux cliniciens, juste là, tu veux faire un JAMA avec 10 patients et 0 mort, tu ne pourras pas analyser la mortalité. Et donc, c'est créer des connexions comme ça, de manière très grossière. Donc, il n'y a aucun souci. En fait, quoi que tu fasses, tu trouves une utilité. Ça y est. C'est ça. Tu as des masters qui sont très transversaux, qui vont te servir finalement, comme l'épidémio, comme les stats, comme tout ça, qui vont te servir un petit peu sur un peu tout. Après, si tu veux faire un master 2 un peu plus fondamental et aller faire de la paillasse, c'est aussi possible et c'est peut-être une expérience que tu auras à ce moment-là, que tu n'auras pas forcément plus tard. Donc, il ne faut pas se mettre trop de pression sur le choix du master. Vous ne ferez pas d'erreur. Parce que le master, il s'inscrit dans le je m'initie à la recherche. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, il n'y a pas d'erreur. Faut pas se mettre une trop grande pression en se disant ah mince, j'ai pas choisi le bon master. Vous retomberez sur vos pieds à n'importe quel moment. Donc voilà, pas de pression de ce côté-là. Une question devant? Vas-y, bien sûr.
Oui. Exactement. Ouais. En fait, déjà, je dirais la grosse difficulté, mais c'est comme après un petit peu tous les choix qu'on a à faire dans notre carrière, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qui nous plaît. Ça, c'est souvent le plus difficile parce qu'au début, on est un peu excité partout et donc en fait, on se dit ah oui, ça c'est génial, ah oui, ça c'est génial et ça et ça. Pareil, même chose, vous n'allez pas vous planter, d'accord que vous alliez vers un truc ou vers un autre, vous avez toujours la possibilité de rebasculer. Pour la petite histoire, moi je voulais être vétérinaire, j'ai pas réussi à être vétérinaire, j'ai fait de la médecine et maintenant mon laboratoire de recherche, je fais de la pédiatrie, c'est un peu de la médecine vétérinaire. Non, et mon laboratoire de recherche, c'est à l'école vétérinaire de Lyon et je travaille en fait avec les réanimateurs d'animaux sur du transfert de technologie et de systèmes ventilatoires depuis l'humain vers l'animal. Donc en fait, vous pouvez à n'importe quel moment recouper les choses. Donc, même si c'est un sujet, sur un Master 2, vous allez rarement avoir le sujet « Waouh, c'est la passion absolue, c'est toujours ce que j'ai rêvé de faire comme recherche ». Comme on l'a dit, vous allez être greffé de toute manière sur un projet de laboratoire. Ce n'est pas vous qui allez arriver en disant bah, « En fait, ça peut, hein, y en a qui arrivent à faire ça, qui ont l'idée du siècle et voilà, qui vont faire toute leur carrière sur là-dessus. Je ne crois pas que c'est comme ça que la majorité l'envisage. Et s'il y a une thématique qui t'intéresse particulière ou tu as entendu parler d'un laboratoire ou de quoi que ce soit, oui, tu peux prendre contact. En médecine, on est un peu pudique vis-à-vis de ça, mais en fait, ceux qui font juste des carrières scientifiques, en fait, ils envoient des CV, ils vont des contacts et on reçoit finalement, en fait, très souvent des demandes. La difficulté pour eux, c'est qu'on doit les financer parce qu'eux, ils n'ont pas de financement, ce qui est différent, nous, avec les internes, parce que on arrive toujours entre l'année recherche, entre faire 6 mois avec des remplas et tout ça. Ils ont un financement, donc on n'est pas obligé de les financer. Ça, c'est aussi un intérêt. Et donc, en fait, il y a les directeurs de laboratoire et les thésards qui ont besoin de personnes. Ils seront ravis de vous trouver et de vous proposer quelque chose qui est en adéquation avec ce que vous avez envie de faire. Je suis hyper d'accord avec ça. Et pour comment trouver tu vas aller à la SFAR, tu vas aller au congrès de là où entre guillemets de là où tu fais ton internat, tu vas aller au WIAR et puis au WIAR tu vas aller à une présentation et tu vas te dire en fait j'ai ultra envie de faire de la physio-respi du nouveau-né et à la fin de la session tu vas aller en parler avec quelqu'un qui va te dire ouais bah ok tiens je prends ton numéro, je te file mon mail et puis en fait de 2 mois après tu vas dire en fait non pas du tout donc le mail tu te mets un peu de côté mais tu vois tu vas amorcer différents contacts. Moi pendant mon internat j'ai demandé au moins à 5 patrons si je pouvais être chef de clinique chez eux et ça veut pas dire que je suis chef de clinique à 5 endroits différents. En fait, je suis en chef de clinique à un seul endroit. C'est juste que tu noues des contacts, tu les désamorces. Ouais. Et en fait, il faut juste régulièrement, tu vois, va parler aux gens, frappe à des portes. Et puis il y en a, tu vas te dire, ah ouais, c'est super ce qu'il fait, mais c'est un malade mental. Je vais jamais travailler avec lui ou elle. Et en fait, tu signes rien en fait. Tu vois quand. Mais t'es en quel semestre? Ouais, voilà. Tu peux faire ton Master 2 aussi après l'internat, hein, c'est pas un frein. Moi, je l'ai fait à la fin et ça m'a pas du tout handicapé, gêné. Troisième semestre, c'est ultra ok parce qu'en plus, on peut quand même se mettre un peu dans se faire l'avocat du diable. Hein. Enfin, tu es en 2e semestre plus 1 mois. Et donc, en fait, les contacts, ils se nouent. Et quand on passe dans des services moins universitaires, et ben, en effet, il y a peut-être moins d'opportunités. Dans les congrès, tu peux aller parler avec des gens. Tu vois, t'es en anesthésie, en chirurgie hépatique et il n'y a rien, bah, tu déposes tous les jours dans la réanimation en chirurgie hépatique où il y a plein de trucs, et bah, tu parles au réanimateur. Les gens, je ne connais pas de personne qui fait de la recherche qui ne sera pas ravi d'accorder un café 15 minutes pour parler à quelqu'un de jeune qui a envie. Et prendre un café, ça n'engage pas sur la vie de nos mères, sur le fait qu'on va faire le truc après avec eux. Donc, exactement, ça ne vous engage à rien. Prenez les contacts. Ouais. Après, il faut juste être honnête. C'est ce que tout le monde demande, c'est de dire, bah, pas planter la veille où vous devez arriver en disant, au fait, j'ai oublié de vous dire, je suis dans le laboratoire d'à côté. Parce que, voilà. Ouais. Mais, en fait, mon année recherche, je l'ai fait avec l'autre labo. Voilà, ce n'est pas possible. Mais non, ça ne vous engage à rien. Et puis voilà, vous allez créer des opportunités. C'est comme ça, en plus, que la recherche, elle se fait. Hein. Moi, il y a des projets de recherche qui se font parce qu'on discute à un congrès, on a vu une présentation
présentation qui est intéressante, on papote 5 minutes avec l'orateur, t'échanges, et puis tu dis, bah tiens, au fait, est-ce qu'on pourrait pas bosser sur ça, et puis bah, lui, par exemple, il va avoir un étudiant il va te l'envoyer en disant, bah tiens, ça serait intéressant qu'il bosse avec toi là-dessus. Et puis c'est comme ça que ça se fait. Ça vous engage à rien, et il faut vous sentir vraiment libre d'aller voir.